Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va faire la présentation le débrief plutôt de la troisième étape de l'étoile de Bessèges. Par contre on fera la présentation de l'étape du Mont Bouquet, ça sera en fin de vidéo. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée qui a été assez animée. Pourquoi ? C'était la troisième étape, c'est-à-dire l'étape autour de Bessèges, un grand classique sur cette étoile de Bessèges, mais qui est toujours assez spectaculaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette étape. N'hésitez pas également à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment si vous mettez toutes les notifications. Vidéo faite encore sans internet car je rappelle, mauvaise nouvelle du jour, que maintenant c'est décalé à jeudi 9 février, le fait que je récupère l'internet. On salue Orange, toujours performant au niveau du service internet. Il y a eu trois mauvaises choses aujourd'hui. Déjà, j'ai appris qu'Internet était décalé. Deuxièmement, j'ai fait une tache sur mon pull, vous la voyez pas, mais il y a une belle tache. Et troisièmement, Frédéric Brindel au commentaire. Comment passer une mauvaise journée pour moi ? Vous avez les trois trucs réunis. Bon, on commence tout de suite cette vidéo. Donc entre Bessèges et Bessèges, c'était une étape qui est toujours spectaculaire, où il se passe toujours beaucoup de choses. Parce que le parcours est certes pas très difficile, 2000 mètres de dénivelé positif. Par contre, on est au mois de février, enfin début février, fin janvier. Et surtout, c'est une étape où on peut faire des différences. C'était encore plus le cas auparavant parce qu'il n'y avait pas le Mont Bouquet. Quand il n'y avait pas le Mont Bouquet, c'était presque l'étape majeure de l'étoile de Bessèges. Cette étape autour de Bessèges. Bon, maintenant, ça y est qu'il y a le Mont Bouquet, c'est peut-être un peu moins le cas, quoique aujourd'hui, on a encore eu du grand spectacle, notamment avec du Nelson Poles qui a attaqué, avec du Arnaud Delis qui était à un moment distancé mais qui est bien revenu sur la fin, avec même une chute dans le final. Enfin, il y a tout eu. Tout ce qu'on aime dans le cyclisme était présent, avec un sprint, mais avec beaucoup d'incertitudes, avec des belles attaques, des prises de risque dans la descente mais qui ont bien marché. Et puis des coureurs qui nous ont surpris lors de cette étape. Ce qui aurait été encore mieux, c'est d'avoir un commentateur de talent, ce qui n'est pas le cas de Frédéric Brindel. Alors, vraiment, là aujourd'hui j'ai regretté Patrick Chassey. Je comprends pas les gens qui affectionnent Frédéric Brindel au commentaire. Vraiment, il y a des gens qui aiment. Moi, je l'ai eu notamment l'année dernière sur le Tour de Pologne. Ça a été une catastrophe. Et là encore aujourd'hui, je peux vous sortir, il a fait au moins 15 erreurs. C'est-à-dire, entre les coureurs, où il se gourde de noms. Sur des noms de coureurs. Les noms d'équipes. Quand il y a deux sponsors, on cite les deux sponsors. Il y a des règles un peu de base quand même au niveau du cyclisme. Alors, j'ai bien que de temps en temps, je dis Groupama FDJ, mais normalement, je dis que Groupama ou souvent, je dis que la FDJ même. C'est plus que Groupama. Mais c'est souvent parce que je l'ai dit auparavant correctement. Là, le nombre de fois Education Easy Post, ça n'existe pas. CEF, Education Easy Post. La Groupama tout court, ça n'existe pas. C'est la Groupama FDJ. Total Direct Energy, ça n'existe plus. C'est Total Energy tout court depuis quand même quelques temps. T'as l'impression que le mec, il a pas regardé une course depuis 2015. C'est-à-dire que c'est terrible quand il parle de certains coureurs, mais tu te dis, mais pourquoi il dit, par exemple, Julien Bernard. À un moment, il nous fait tout un speech sur Julien Bernard en nous disant, ça fait presque partie du top 5 des meilleurs coureurs français, Julien Bernard. J'ai rien contre Julien Bernard qui est nivernais en plus, donc c'est le département d'à côté. Mais Julien Bernard, il est équipier. C'est un petit peu qu'il y a une raison quand même qu'il soit équipier chez Trek, c'est qu'il y a meilleur que lui chez Trek. Il nous fait tout un speak pendant au moins 10 minutes sur Julien Bernard en nous disant presque qu'il serait favori de l'étape. Moi, Frédéric Brindel, vu le nombre d'erreurs qui sort à la seconde, je comprends pas comment les gens peuvent l'apprécier au niveau commentaire, mais vraiment. Mais à chaque fois, je l'ai entendu. Il y a des mecs comme ça. Il y a des gens qui apprécient aussi dans les sports mécaniques Anthony Drevet. Je trouve que Anthony Drevet... Alors là, il raconte pas de conneries, Anthony Drevet. Mais c'est vraiment les sports mécaniques pour enfants de 5 ans. C'est-à-dire, quand il commente les sports mécaniques... Alors si vous avez jamais regardé les sports mécaniques, avec Anthony Drevet, vous allez tout comprendre. Mais par contre... Quand vous regardez de temps en temps les sports mécaniques et qu'on vous rappelle ce que c'est le phénomène d'aspiration toutes les 10 secondes, c'est un petit peu énervant. Voilà, ça fait partie des commentateurs, je ne comprends pas comment on peut les apprécier. Vraiment, ça mérite le poil. Bon,
En plus Mais même Brindel, pour moi, c'est le pire au niveau cyclisme. C'est-à-dire que Chassé, Di Grazia, bon, les autres sur la chaîne L'équipe, c'est le pire. Mais vraiment, je me suis jamais autant énervé devant un écran de télévision ou devant un ordinateur que quand c'est Brindel au commentaire. Mais vraiment, je comprends pas. Vraiment, hein. Si vous aimez Frédéric Brindel, essayez de le défendre dans les commentaires, mais moi je ne supporte pas, vraiment. Bon, bah, je crois qu'on a un petit peu tout dit sur cette étoile de Bessèges. On va passer au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top sur cette étoile de Bessèges. Belle perf aussi, c'est d'avoir foutu une interview d'Arnaud de Remco Evenepoel en plein milieu d'une étape à 50 bornes de l'arrivée. Ça, c'est encore une fois la direction artistique de la chaîne L'équipe. Il y a des tentatives. On sent que sur la chaîne L'équipe, voilà, il y a des tentatives de direction artistique. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir en interview Remco Evenepoel. C'est mieux de l'avoir avant les 50 derniers kilomètres de l'étape. Les 50 derniers kilomètres. Parce que moi, je m'étais dit, ça me fait chier. J'étais en train de monter, pour tout vous dire, l'étape du Saudi Tour. Donc, il était 15h30. Je me dis, c'était l'interview normalement de Remco Evenepoel. C'est pas fini. Tu vois, j'ai pas fini de monter la dernière étape. Je me dis, putain, ça fait chier. Tu vois, pour que ça upload pendant la vidéo. Et pendant que je regardais la course. Et là, je me dis, merde, j'ai raté l'interview de Remco Evenepoel. En plus, j'ai pas d'internet, ça va me faire consommer des datas pour récupérer l'interview. Et en fait, non, je l'ai eu à 16h, l'interview de Remco Evenepoel. À 1h de l'arrivée, c'est quand même chaud. Je trouve de foutre une interview comme celle de Remco Evenepoel. Bon, on commence tout de suite avec Arnaud Delis, hein, parce que aujourd'hui, il a encore montré qu'il était costaud. Moi, il a été costaud pour deux aspects. Bon, déjà physiquement, parce qu'aujourd'hui, il fallait passer les côtes. 2000 mètres de dénivelé positif après un jour et demi de course, on va dire, parce que hier, c'est vrai que dans le final, ça a été... on s'est arrêté à 22 km de l'arrivée, mais il y avait déjà un petit peu d'animation quand même sur le parcours. Faut quand même déjà y arriver, ça c'est clair et net. Mais l'intelligence aussi de course, la maturité. Moi je vous dis toujours, Delis m'impressionne parce que à 19 ans, déjà l'année dernière, il était très mature dans sa manière de préparer les sprints. Là il m'impressionne en ce début de saison, c'est qu'il est hyper calme dans sa manière de courir. Il y a un moment, il est à 20 secondes. À 20 secondes, il peut paniquer. On peut tous paniquer parce qu'on a 20 secondes de retard sur le groupe de devant et puis que on sent qu'on peut ne pas rentrer si devant ça se regarde pas. Et lui, il roule à un moment parce qu'il sent qu'il faut rouler, mais quand l'écart commence à baisser et quand il voit que ça réduit, paf, il se recale derrière pour récupérer un petit peu. Intelligence de course, parce que pour moi, c'est une bonne chose qu'il ait suivi. Je sais qu'il ait suivi, j'ai oublié, le Norvégien de Uno X, Aland Johannessen, Aland Johannessen, le frère de Tobias. C'est très intelligent de le suivre, pour moi, parce que s'il le suit pas, c'est pas sûr que derrière ça se regarde pas. Je suis pas sûr. Ça permet que ça se regarde pas. Et puis derrière, il fait encore une fois un super sprint en se cachant parce qu'il sent qu'il y a vent de face. Donc il déclenche son sprint très tardivement, mais il sait qu'il est plus fort et puis il sait que vent de face, faut se découvrir au dernier moment. Je trouve que dans le placement, il a été très bon, que dans l'intelligence de course, il a été très très bon, et puis physiquement, parce que il fait un sprint, mais 1,5 km avant, c'est-à-dire 2 minutes avant, il réagit à l'attaque de Anders Aland Johannessen. Faut le faire quand même. Et auparavant, il s'est mis un petit peu dans le rouge dans la dernière montée. Et dans la montée d'avant, il est très intelligent parce qu'il reste avec son équipe aussi. C'est très intelligent. Il garde de l'effectif autour de lui. Je trouve que chez Arnaud Delis, c'est un coureur, il va gagner des classiques, c'est sûr. Parce qu'il a toutes les qualités pour gagner des classiques. Il enchaîne bien les efforts. On sait que sur une classique, parfois tu peux avoir 2-3 efforts d'affilée à faire. Il a une énorme capacité de récupération. Il est très endurant aussi. Bon sprinter, ça c'est clair et net, mais qui passe bien les bosses et l'intelligence de course. Pour l'instant, il n'a pas encore totalement l'équipe solide autour de lui. C'est peut-être le seul point faible autour d'Arnaud Delis. Mais quand tu vois ce qu'il arrive à faire, je dirais pas seul, mais avec une équipe qui n'est pas encore fantastique,
Alors on va me dire, oui, c'est que l'étoile de Bessèges. Oui, mais cette étape-là, il faut aller la chercher. Il y a des grands noms qui ont été gagnés l'étape de Bessèges, hein, et des grands grimpeurs, et des bons sprinteurs aussi. Arnaud Delis, il s'est imposé aujourd'hui. Enfin voilà, c'est un gage de qualité de s'imposer sur cette étape à l'étoile de Bessèges. Il a été très fort, mais moi ce qui m'impressionne encore une fois, c'est sa maturité. C'est le fait que ce soit quand même un coureur très complet. C'est pas qu'un simple sprinter. Bon, je sais que ça fait débat dans les commentaires. Certains m'ont dit il compare plus à Boonen. Moi, j'ai plus comparé à Philippe Gilbert. Mais pour moi, il a cette capacité à passer les bosses. Boonen passait pas aussi bien les bosses. Même s'il passait les côtes, notamment au championnat du monde, le parcours est pas tout plat au championnat du monde quand il remporte le titre. Mais Delis, c'est au-dessus, quoi. Il a une capacité à passer les bosses, à sprinter correctement. Alors en montagne, pour le moment, on ne sait pas. Techniquement, il n'a pas le physique pour, mais t'as d'autres coureurs qui n'ont pas techniquement le physique pour passer des bosses, et puis pour passer des montagnes, et il les passe très bien. Oui, techniquement, il est grand gabarit, et puis il vit en Belgique, donc c'est pas forcément le territoire le plus favorable. Aujourd'hui, il est trop lourd, bien entendu, pour être performant en montagne. Mais l'avantage, c'est qu'il n'est pas très grand non plus. 1m82 aujourd'hui. Alors, est-ce que s'il perdait du poids, ça serait un problème au niveau puissance? Il faut perdre du poids, mais de manière raisonnable, de manière intelligente. Il ne faut pas perdre d'un coup 10 kilos et puis perdre toute sa puissance. Mais quand tu vois 1m82, 78 kg, tu te dis 1m82, peut-être qu'on peut descendre à 75, peut-être qu'on peut descendre à 72, en perdant un peu de puissance, mais ça peut peut-être compenser. C'est un coureur qui a les capacités, en termes de gabarit. Il n'a pas un gabarit où le mec fait 1m90 ou 1m93, où tu dis ça va être un peu compliqué. À 72 kg, je crois que c'est le poids de Bradley Wiggins quand il gagne le Tour de France. Donc, parce qu'il faisait 1m92 ou 93 Wiggins. Il faisait 10 cm de plus. Il a un physique presque idéal. Il est presque même un peu lourd pour les classiques pavés flandriennes. Parce que c'est vrai que alors pour Paris-Roubaix, c'est le poids idéal. Je dirais c'est un peu le gabarit idéal. Mais par contre, sur le Tour des Flandres, c'est peut-être un peu trop lourd pour bien passer les monts. Mais encore, quand tu vois ses facultés à passer les bosses, et surtout à récupérer, encore une fois, d'un effort court, il arrive à très bien récupérer. Il se met dans le rouge, bam, il récupère. Je trouve que c'est quand même assez formidable de sa part. Après l'éloge de Arnaud Delis, Louis Barret, encore une place d'honneur pour Louis Barret. Quatrième aujourd'hui, Louis Barret avec une équipe Arkea Samsic qu'on a beaucoup vu. Kevin Vauquelin, Thibaut Guernalec également, ils sont même tous les trois bien classés. Kevin Vauquelin, j'avais dit une bêtise lors de la première étape. Il n'était pas dans mon classement, mais mon classement n'était pas totalement juste. Quand on a parlé de Kevin Vauquelin, j'avais une erreur une erreur, c'est-à-dire qu'il y avait une petite bêtise sur mon classement. Il n'était pas indiqué, il a été indiqué quelques heures plus tard. Donc oui, Kevin Vauquelin faisait partie des coureurs à 15 secondes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, du côté d'Arkea, Louis Barret fait une belle perf. Ça, c'est vrai que c'est une belle étape pour Louis Barret, mais c'est également une bonne journée pour ses adversaires. Moi, je trouve que c'est plutôt une belle étape, pour ses adversaires, pour ses coéquipiers, je vais y arriver. C'est également une belle étape. Et Louis Barret, quand même, gros début de saison pour un coureur qui vient de Continental, qui fait Continental World Tour. Parfois c'est un petit peu compliqué. Je rappelle juste 8e du Trophée Andrax, 4e de l'Étoile de Bessèges, Classicat Comunitat Valenciana, on l'a énormément vu également. C'est très intéressant ce qu'il fait pour le moment le petit coureur français. On devrait le voir du côté du Tour de la région de Murcie. Il est prévu également sur le Tour de Catalogne, sur les classiques de l'Ardèche, la Drôme également, et puis Tour de Catalogne fin mars également prévu. Plutôt gros début de saison pour le coureur français. Pour l'instant, il fait du très bon boulot. Et 22 ans aussi, Louis Barret, très jeune coureur, mais déjà très performant. De toute façon, Samuel Vansen, c'est pas non plus très vieux. Joël Sutter, 6e aussi, belle perf.
parce que j'en parle pas plus tard, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Rémi Mertz, bon là on a quand même des coureurs qui ont été performants. Belle journée, mais en passant pour Bingol, on en avait parlé tout à l'heure sur le Tour d'Arabie Saoudite. Pierre Latour, 8e aujourd'hui. Pierre Latour, vous allez me dire, oui, c'est pas fantastique de la part de Pierre Latour, mais déjà, bon, encore une fois, très à l'offensive aujourd'hui. Ça n'a pas marché, mais il a été très à l'offensive. Surtout, très bonne descente de la part de Pierre Latour. Et là, enfin, j'ai l'impression qu'il a réglé ce problème. Parce que la dernière descente de l'étoile de Bessèges, les 2 dernières descentes de cette journée, de cette étape de Bessèges, ne sont pas forcément faciles. C'est des descentes qui sont parfois un peu scabreuses, on va dire. Il y a surtout des épingles, il y a pas mal d'arbres. En plus, il y avait le soleil qui était assez rasant. C'était pas une descente évidente. En haut de la dernière bosse, il est à 10-12 secondes, Pierre Latour. Il revient dans la descente. Et pourtant devant, Vauquelin, Paulès, Scalmezo un peu plus, mais Vauquelin et Paulès, ils roulent bien dans la descente. Hein. Ils font pas une petite descente. L'année dernière, il se retrouvait à 26-27 secondes aujourd'hui. Donc c'est plutôt très très intéressant ce qu'a fait Louis Barret, ce qu'a fait Pierre Latour, je vais y arriver, disons, c'est le syndrome Frédéric Brindel. Très belle performance de la part de Pierre Latour. Voilà, je trouve qu'il a fait une très très belle étape. Le coureur de Total Energy, voilà, il a fait du très très bon job dans la descente. J'ai l'impression qu'il a réglé ce problème. On sait qu'il faisait un travail comme ce qu'avait fait Thibaut Pinot, ce qu'ont fait d'autres coureurs avant lui, de faire un travail sur les descentes. Donc lui notamment, c'était avec des pilotes de course pour appréhender, mais Thibaut Pinot avait fait la même chose, pour appréhender la vitesse, le facteur vitesse et la prise de risque. Avec ce facteur-là de vitesse, ça avait bien marché avec Thibaut Pinot. Il s'avère que ça a l'air de bien marcher également avec Pierre Latour, même si ça a mis un peu plus de temps. Parfois, les déblocages au niveau du cerveau sont plus ou moins longs, selon les coureurs. Et puis Thibaut Pinot, on peut en parler aussi. Alors, dans la descente, il a perdu quand même. Il a eu des trajectoires un petit peu particulières parfois dans la descente. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais à un moment, dans une épingle, il perd 3 places. C'est du... Ouais, je trouve que Pinot, depuis qu'il est revenu après ses problèmes de dos, je trouve qu'il descend de nouveau comme à son début de carrière, c'est-à-dire pas top. Alors qu'avant, il était capable de descendre un peu plus vite, mais c'est peut-être aussi la prise de risque. Et puis là, on est sur l'étoile de Bessèges. Il sait que c'est sa dernière saison. Peut-être qu'en début de saison, il ne va pas prendre trop de risques au niveau du placement dans le peloton parce qu'il veut faire une dernière saison complète et ça peut se comprendre de la part de Thibaut Pinot. Mais je le trouve très en forme pour un mois de février, Thibaut Pinot. Ce qui est rassurant par rapport à son programme parce que c'est depuis longtemps que je ne l'avais pas vu performant en cette période-là de la saison. L'objectif Giro, ça passe déjà par être performant là. Vu qu'il sera sur Tirreno, il fera également le tour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var. Étant donné qu'il n'y a plus de Tour de la Provence, on devrait avoir un gros plateau sur cette course-là. Mais moi, je l'ai trouvé très, très performant, notre ami Thibaut Pinot. Et je l'ai trouvé très bon. Voilà, donc j'espère que ça continuera dans sa dernière saison, dans ce last round. Je sais pas comment on dit en italien, la dernière danse, pour Thibaut Pinot. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Les bonnets d'âne de cette étape, ils sont au nombre de 2. Le premier, c'est Dylan Teuns. Alors c'est un bonnet d'âne, j'ai envie de dire, mais quand même, 2 chutes en 2 jours, ça fait beaucoup. Surtout que là, il se prend encore une belle gamelle. Alors, il a fini tracté par une voiture de la direction de course. Alors, je ne sais pas est-ce qu'il avait mal au genou ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il avait déraillé ou voilà, il pouvait plus pédaler correctement. Mais 2 chutes en 2 jours. En plus, voilà, hein, il s'est fait une belle balafre au menton avec des points de suture. C'est vraiment pas l'idéal pour prendre la confiance. Et puis, une chute en hiver, c'est toujours problématique parce que ça vous chatouille un peu plus quoi, que l'été, parce que le choc est rude, parce que le sol est froid. La douleur parfois arrive aussi plus rapidement parce que il fait moins chaud, donc les muscles ne se détendent pas aussi bien.
Et puis là, on est sur de la préparation de saison. C'est-à-dire que quand il va rentrer chez lui, Dylan Tuns, après cette course, ou je ne sais pas si il est prévu pour une autre course tout de suite, mais déjà en termes de confiance au niveau psychologique, c'est pas top. Au niveau moral, et en plus c'est peut-être un jour d'entraînement ou 2 jours d'entraînement qu'il ne pourra pas faire aussi bien que ce qui était prévu dans son programme, parce que il faudra récupérer et récupérer des petits bobos. Donc c'est vraiment pas l'idéal de tomber, et puis encore une fois 2 jours d'affilée. Il y a un aspect confiance qu'il faut prendre en compte. Pour Dylan Tuns, c'est vraiment pas une bonne journée, c'est pas vraiment une bonne semaine pour le moment pour le coureur belge, qui pourtant semble avoir des jambes qui sont pas mauvaises, parce que là aujourd'hui il faisait une bonne étape jusqu'à sa chute. Je le trouvais bien mieux que sur le Grand Prix de la Marseillaise, où il avait surtout bossé pour Chris Neland, donc c'était pas mal, mais une chute dans le final qui lui coûte encore cher. Et puis on termine avec un deuxième flop, c'est la Trek. Pas compris la stratégie de la Trek. Quand on décide de rouler aussi fort que ça dans la dernière montée, c'est-à-dire qu'on décide de sacrifier Mats Pedersen quand même aujourd'hui, on décide de sacrifier, de faire un gros travail avec Julien Bernard. Dans ce cas-là, c'est Skiel Moseux qui doit attaquer. C'est-à-dire qu'une fois que Julien Bernard s'écarte, c'est Skiel Moseux qui doit attaquer. Sauf que il n'attaque pas. C'est d'autres coureurs qui prennent la course en main à ce moment-là. Alors ensuite, il part avec un temps de retard, mais il arrive à s'isoler. Il revient sur les 2 hommes de tête, parce qu'à ce moment-là, c'était Vauquelin et Paulès. Tu te dis, il va collaborer. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il laisse les gens revenir derrière. Il n'a pas une grosse pointe de vitesse. S'il garde 15 secondes, 20 secondes d'avance sur Arnaud Delis, c'est plutôt favorable. Sauf que non, il décide de ne pas passer un relais dans la descente et dans le reste. Je trouve pas que ça soit très fut-fut de sa part. Skiel Moseux, il est bon sur le contre-la-montre, mais déjà cette année sur cette course, il y en a plusieurs qui sont bons sur le contre-la-montre. Alès, c'est quand même un contre-la-montre qui est atypique, avec la montée de l'Ermitage. C'est pas facile la montée de l'Ermitage, et c'est très particulier. Donc on peut un peu s'écrouler dans la montée de l'Ermitage, même s'il l'a fait l'année dernière. C'est pas si évident que ça d'être performant. Et puis surtout, laisser Arnaud Delis dans le match, c'est un peu dommageable, parce que Arnaud Delis, je pense moi qu'il va perdre plus de temps que Skiel Moseux est à 25 secondes. Moi je pense que c'est pas suffisant pour Arnaud Delis. C'est dommage qu'il n'y a pas eu de sprint hier pour prendre des bonifications. Mais bon, ça reste quand même 25 secondes. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre un peu d'avance. Arnaud Delis, je ne sais pas s'il a des qualités au niveau du contre-la-montre. Ça, je ne sais absolument pas. Mais bon, Skiel Moseux, il aurait mieux fallu laisser Arnaud Delis loin. Et puis, avec 2 autres coureurs, tu as quand même moins de chances de finir 10e de l'étape. C'est rare les mecs qui, dans un groupe à 3, finissent 10e. Donc je comprends pas trop la stratégie de Skiel Moseux de ne pas avoir roulé avec Vauquelin et avec Paulès, parce que je pense que c'était un bon coup. Et peut-être que derrière, après la descente, ça se serait énormément regardé entre Pierre Latour et ses autres acolytes dans le groupe de poursuivants à ce moment-là. Et peut-être que devant, ils auraient pu s'échapper. Je trouve qu'il a raté le coche. Alors peut-être qu'il ne va pas le regretter, mais peut-être qu'il le regrettera, surtout si demain il a une mauvaise journée. En parlant de demain, étape numéro 4. On part de Saint-Christol-des-Alès pour aller au Mont-Bouquet. C'est une course de côte, même si vous avez 2 autres difficultés. La côte de Saint-Siffré, à mi-étape, côte de 3e catégorie. Et la côte des Concluses, 6 km 5 à 2,4 de moyenne, côte de 2e catégorie. C'est surtout le Mont-Bouquet qui sera le moment important de cette étape au bout de 146 km de course, avec 4 km 6 à 9% de moyenne. Il y a 2 km qui sont très compliqués dans ce Mont-Bouquet.
c'est entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3, et entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4 de montée. Donc vraiment, je dirais la fin de montée est très difficile, avec notamment un passage pendant une moyenne sur le kilomètre entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3 à quasiment 12% de moyenne sur le kilomètre. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué le Mont Bouquet. Et puis il y a dans le dernier kilomètre, il y a un replat avant une dernière rampe qui est aussi pas facile à gérer pour les coureurs. Donc ça va faire vraiment mal cette étape du côté du Mont Bouquet. Donc il va falloir faire très attention pour les coureurs, parce que c'est très difficile. Et l'année dernière, Benjamin Thomas avait perdu pas mal de temps. Donc voilà, sur Jevine, sur Tobias Allan Johannessen. Donc on peut perdre encore beaucoup de temps du côté de ce Mont Bouquet. C'est demain, je rappelle, particularité là aussi de la chaîne Équipe, c'est qu'ils diffusent en Duropal du Touquet, donc ça sera seulement sur la plateforme L'Équipe. Pour le voir à la télévision, je crois que ça sera à 18h, ça ne sera pas en direct, et peut-être que la vidéo sera en ligne, même au moment où ça sera diffusé sur la chaîne L'Équipe. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!